Bonjour tout le monde, bienvenue au Minuit de la Foresterie, 26 février. Mon nom c'est Osvaldo Valega, professeur à l'Institut de recherche téléphonique. J'ai l'honneur d'être accompagné de mon collègue Richard Fournier, qui est professeur en département de génétique appliquée à l'Université Sherbrooke. Et là, aujourd'hui, Richard il va nous parler un peu de son parcours avec l'IDAR, entre autres, un peu de toutes sortes d'expériences, des spécialistes ici en tout ce qui est écosystème forestier, en fait, surtout les végétaux, donc tout ce qui est satellite. Richard, il était auparavant aussi au Ressources naturelles Canada, puis depuis 2001. 2001, c'est ça, 2001, qui est à l'Université Sherbrooke. Donc, ça peut tarder. On a 45 minutes pour toi, Richard. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Ben oui, je vais vous parler de mon précieux, le LIDAR. Après tant d'années, quand j'ai fait le saut, justement, de Ressources naturelles Canada, où je travaillais au Service canadien des forêts, à l'université, il fallait que je me trouve un sujet qui était à la fine pointe de la technologie, de la recherche et tout, et j'ai décidé de choisir le LIDAR. Donc, j'ai jamais regretté mon choix parce que c'est de plus en plus fascinant et de plus en plus introduit dans nos communautés, dans notre façon de sonder nos environnements. Par contre, quand est venu le temps de préparer la présentation d'aujourd'hui, j'étais un petit peu ambigu. Est-ce que je devrais plonger dans mes travaux de recherche avec les mathématiques, l'algorithmie, etc., ou si je devrais plutôt, introduire le LIDAR, ses forces, ses faiblesses, qu'est-ce que ça peut faire, etc. J'ai décidé pour le deuxième, je vais avoir une rencontre avec les étudiants un petit peu plus tard. Ça va me permettre de parler un petit peu plus de choses pointues. Mais ne pas hésiter dans vos questions, si vous avez des éléments un petit peu plus pointus que j'aborde, ça me fera plaisir. Mais j'ai pensé que vous pourriez, la plupart de l'auditoire pourrait bénéficier le plus d'entendre parler du LIDAR, mais des aspects techniques, de bien comprendre et de pouvoir être critique par rapport à ce que le LIDAR peut proposer comme solution. Et c'est dans ce sens-là que j'ai fait ma présentation aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai vu, par exemple, des utilisateurs expérimentés comme Mathieu Varin qui sont en ligne. Je ne crois pas, Mathieu, que tu vas apprendre beaucoup, mais quand même, sait-on jamais, peut-être que la façon d'aborder le LIDAR, ça pourra peut-être aider. Donc, le LIDAR, d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans un LIDAR. On est habitué avec les satellites, avec les appareils photographiques, qu'on prend simplement une photo. Or, dans ce cas-ci, c'est un système qu'on appelle actif, c'est-à-dire que c'est un système où il envoie un faisceau laser. De façon mécanique, ce faisceau-là est amené à différents endroits et le signal revient et on établit l'information à partir de là. Donc, un système actif, il y a un laser qui en émet et donc il y a un détecteur qui reçoit le signal. Il y a aussi une chose importante, c'est que ce n'est pas toutes les bandes. Un LIDAR est formé de lasers et les lasers, ils émettent à des longueurs d'onde spécifiques. Ça dépend du type de matériel qui est utilisé pour émettre la lumière. Donc, on en connaît qui émettent dans le bleu, il y a 445 nanomètres, dans le vert, dans le rouge, mais ceux qu'on utilise le plus, ce sont ceux qui sont dans l'infrarouge proche, autour de 1050 et 1500 nanomètres. C'est intéressant. Pour les lidars qui sont autour de nous, bien, ça fait des longueurs d'onde qui sont pas, pour lesquelles l'œil n'est pas sensible, mais c'est juste pour vous dire que c'est des longueurs d'onde spécifiques pour le lidar et ce ne sont pas d'autres longueurs d'onde simplement à cause de l'émission de certains gaz qui sont utilisés. La même chose maintenant, graduellement, on se retrouve à avoir des lidars sur à plusieurs endroits. Graduellement, on avait des lidars satellitaires, ils ont disparu, mais graduellement, on en a deux maintenant qui viennent d'apparaître et on peut imaginer que ce sont des grands pavés, un gros signal sur 100 mètres, 100 mètres. Ensuite, la très haute altitude, j'imagine, c'est beaucoup les militaires qui font ça, mais nous, on en voit beaucoup aéroportés. C'est le gros du signal LIDAR qu'on va avoir. Ça va être le gros de ma présentation aussi parce que l'usage qui se fait présentement du LIDAR se fait beaucoup à travers le LIDAR aéroporté dans un avion. Il y a beaucoup de... C'est une technologie qui est mature et qui est très en usage. Ce que l'on voit graduellement dans le développement, c'est le LIDAR sur drone et le LIDAR sur des plateformes terrestres, qu'elles soient mobiles, qu'elles soient sur trépied ou qu'elles soient
mobile, soit sur un véhicule qui est mobile ou soit l'humain. Et là, je vais vous faire des démonstrations à la fin pour vous démontrer c'est quoi les différences, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces appareils-là et puis comment ça peut s'avérer très utile. Donc, il faut garder en tête qu'il y a différents usages pour différentes plateformes associées au LIDAR. On va commencer avec les lidars satellitaires. Les lidars satellitaires, bien sûr, on se retrouve avec un signal qui est sur beaucoup plus grande surface. Finalement, c'est une longueur d'onde et avec le signal qu'on reçoit, on va établir la topographie, on va établir la quantité de végétation qu'il peut y avoir de façon globale dans cette zone-là. Ça peut être 100 mètres par 100 mètres, ça peut être de cet ordre-là, généralement. Et on va suivre peut-être même les aérosols, certains gaz dans l'atmosphère et d'autres éléments. Ça va s'en venir fort important dans les prochaines années. On va voir des lidars satellitaires graduellement faire une meilleure cartographie de notre planète sur ces éléments-là. Mais le lidar aéroporté est définitivement dominant. Je vais vous montrer ici quelques applications que j'ai sélectionnées parmi un très grand nombre. Mais on pense par exemple à tout le suivi des pylônes électriques, que ce soit en ville, que ce soit en campagne, de savoir la végétation qui pousse en dessous de ça. C'est très suivi avec l'aéroporté. Et bien sûr, en forêt, vous n'êtes pas sans savoir que ça a changé les calculs forestiers, ça a changé la façon de faire la foresterie. Et on va regarder ça plus en détail, comment on fait les modèles et comment l'exactitude des modèles qui sont résultants s'est augmentée de façon considérable. J'avais beaucoup, je me souviens, il y a 20 ans, j'arrêtais pas de demander au ministère, c'est quoi l'ordre de grandeur de l'erreur de votre carte forestière? Je n'avais pas beaucoup de réponses à l'époque. Ce n'était pas nécessairement facile à établir non plus, mais moi, j'évalue que c'était facilement un 20 d'erreur. Je me souviens que les compagnies forestières n'arrêtaient pas de dire qu'ils vont dans des endroits, ils attendent un certain volume et ils sont souvent déçus et ça peut faire des gros problèmes à l'opération forestière. Maintenant, avec le lidar aéroporté, on se retrouve avec des exactitudes de l'ordre d'à peu près 5 du volume récolté, ce qui est vraiment très un gros saut par rapport à l'exactitude que l'on avait auparavant. Et cela, on va voir pourquoi on a de tels types de choses. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bien sûr, la hauteur des peuplements, la hauteur des arbres, c'est bien sûr. On peut faire bien sûr le relief. On peut regarder le volume de bois, comme la biomasse. On peut établir toutes sortes de relations. Les trouées, la qualité des stations. Vous avez un indice de qualité de site. On est en train, justement, dans une étude que l'on regarde présentement, de remettre ça en question et de réétablir des équations de croissance pour les arbres à l'aide du lidar. Et, toute la dynamique des peuplements et ainsi de suite. Pourquoi on peut faire tant de choses que ça? Parce que tout à coup, on a la capacité de voir la structure des peuplements. Non seulement on a une image, c'est statique, mais le lidar a la capacité de mesurer la distance exactement. Bien, en fait, toujours avec une certaine marge, mais une très faible marge à côté des autres éléments. Parmi d'autres applications, j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer des applications en archéologie. Parce que il m'est même arrivé en France, il y a un de mes collègues qui m'a amené en forêt, puis il m'a dit, est-ce que tu remarques ici quelque chose? Je me suis dit, mais je ne remarque rien. Et je savais où il allait en venir, donc je regardais beaucoup le relief et je ne trouvais rien. Mais il dit, pourtant, quand on regarde les images lidar, qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'il y avait des structures de bâtiments à une époque gréco-romaine, plutôt romaine, mais une époque romaine où il y avait investi un petit village dans ce coin-là. Et même si on était les deux pieds en place, on ne pouvait pas le voir. Par contre, quand on regardait l'imagerie lidar, on voyait très clairement toutes les structures de bâtiments et du petit village qui avait eu lieu dans l'époque romaine. Chose qui était perdue, mais ça vous incite ici à voir qu'au Cambodge, par exemple, ils ont regardé sous la forêt, ils voyaient d'anciennes structures de champs agricoles qui avaient eu lieu 1000 ans auparavant. Donc, l'archéologie, c'est un domaine qui est très fertile pour le lidar et même l'architecture. De plus en plus, on va scanner des bâtiments pour pouvoir les rénover, les transformer ou même des fois avant de les démolir. J'ai eu des demandes à Québec, entre autres, avant de démolir des bâtiments historiques qui voulaient les garder en 3D pour la postérité. Donc, on se retrouve beaucoup
avec le lidar aéroporté, mais le lidar terrestre aussi, à faire des choses qui, auparavant, n'étaient pas possibles avec une telle exactitude. Quand on pense, par exemple, des souterrains, des bâtiments, et quand on veut faire des rénovations, en fait, même, il y avait même la centrale nucléaire de Gentilly, il y avait même un contrat qui avait été fait pour tout scanner la centrale nucléaire pour faire des modifications. Et c'est juste avant qu'ils décident que ça n'allait plus loin et puis qu'ils arrêtaient la centrale nucléaire. Mais c'est pour vous dire que même dans des endroits industriels, il y a des grands besoins de lidar pour voir les détails exactement au millimètre, presque au millimètre près. Et en forêt, ben, c'est pas exempt aussi des avantages du lidar, qu'il soit terrestre ou aéroporté. Par contre, le lidar aéroporté a une nette longueur d'avance sur les méthodes qui sont mises en place. Parce que le lidar terrestre, puisqu'on voit beaucoup de détails, mais en fin de compte, c'est encore plus compliqué de faire le travail et on va voir pourquoi. Bien sûr, une autre application, c'est le lidar mobile. Dans les villes, bien, on s'est habitué au Google Earth avec, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, la petite machine avec la boule qui s'est promenée en ville. Eh bien, graduellement, on va en arriver avec cette boule-là qui va toujours se poursuivre, mais en 3D. Donc, un ajout d'un autre appareil, un lidar, qui va avoir un nuage de points, qui va avoir une représentation des villes en 3D, et on va draper l'information photographique sur les nuages de points pour avoir l'information plus exacte. Dans ce sens-là, ça va graduellement, notre monde va passer du 2D au 3D, parce que le lidar va nous permettre de faire ces choses-là et ça nous le permet puisque la technologie devient de plus en plus disponible. J'ai parlé du lidar mobile sur un véhicule qui se déplace, mais de plus en plus, il y a des appareils qu'on veut, qui sont très portatifs, qu'on va prendre avec nos mains. Il y en a d'autres aussi qu'on a utilisés qui sont comme une espèce de petite boîte qu'on se met autour du cou et qu'on se déplace en forêt avec ça. Et je vais vous montrer des images de ce genre de choses-là. Cet appareil-là, qui est très drôle, ça s'appelle le ZEB. Et puis, c'est la première version qui avait lieu il y a environ 6 ou 7 ans. C'est un bâton et on doit le projeter comme ça. Alors, on a l'impression qu'on est un prêtre en train de donner l'aumône à tout le monde, mais on se promène en forêt en train de se bouger l'appareil comme ça. Et l'important, c'est justement que l'appareil voit toute la forêt. Et d'ailleurs, on brasse plus si on veut voir plus de détails. Mais heureusement, ils se sont rendus compte que les forestiers avaient l'air assez ridicules avec cet appareil-là et ils ont décidé de faire un appareil qui lui-même permettait de faire une rotation et ne se fiait pas à la personne qui manipule. Mais on s'entend que non seulement en forêt, mais si on veut faire, par exemple, une bonne représentation des édifices ou même des édifices archéologiques, c'est une excellente façon de le faire. Et de plus en plus, les méthodes s'avèrent très imaginatives pour pouvoir traiter la donnée. Dans un cas comme ça, on envoie la donnée au fournisseur et nous la ramène selon la quantité de données, on paye et tout le nuage de points est géoréférencé, ce qui est vraiment un avantage par rapport à tous les systèmes qu'on avait eus dans le passé où nous-mêmes, on devait faire la géoréférence. Ici, je vais vous montrer un petit exemple qui est des travaux qu'on a fait avec Sylvain Delagrange, Christian Messier. Ils m'ont demandé d'emprunter mon appareil pour regarder l'effet du verglas sur un arbre. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils ont pris un arbre en hiver, à moins 20, moins 25, donc très froid, et ils ont pris la version originale. Ensuite, ils ont saupoudré l'arbre d'eau pour faire de verglas. Ils ont arrêté après une certaine dimension. On aurait pris un autre scan, et ainsi de suite comme ça. Et vous allez voir ici, donc on se retrouve avec l'arbre original, un petit peu de glace, un petit peu plus de glace, encore plus de glace, et finalement, la version finale de l'arbre avec beaucoup de verglas et pour voir l'effet justement de la quantité de verglas en fonction de la structure. Quelle est la quantité de résistance, etc. Fait que ça vous donne une idée de comment on peut faire maintenant des études très détaillées. Or, ça s'est avéré ici que ce qui était compliqué, c'est quand même d'établir le mot. On pouvait pas, on voit à l'œil qu'on peut suivre une branche, mais de là qu'un algorithme le fasse, c'est très compliqué quand même.
Donc, la première leçon ici pour l'aspect de LIDAR, on ne parle pas vraiment d'image LIDAR. Parce qu'un LIDAR, ça prend des milliers de points. Donc, à chaque fois quand ça fait un scan, c'est qu'on a un faisceau laser qui a un appareil qui déplace le faisceau laser. Donc, quand l'avion avance, finalement, le faisceau laser ne fait que balayer de gauche à droite. Donc, c'est comme un zigzag de milliers de points. Or, il y en a tellement qu'on a l'impression qu'on voit très bien la surface. Et à partir de ça, souvent, quand on fait un modèle numérique de terrain, on développe un raster et on crée une couche raster, une couche matricielle. Mais la réalité de la chose, c'est que ce sont des milliers de points. Et dans le cas du lidar terrestre, c'est des centaines de millions de points. Ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment parler d'image, c'est juste que nous, notre cerveau interprète les données lidar comme une image, puisque c'est tellement explicite. Fait que voyez-vous, à chaque fois maintenant que vous allez parler de données lidar, il ne faudra pas parler d'image lidar, à moins que vous parliez d'une couche générée à partir des points lidar. Ceci n'est plus exact. Bien sûr, quand on a la lidar aéroportée, on se retrouve, bien sûr, à avoir les aléas du déplacement de l'avion. Il y a les trois composantes, le pitch, yaw and roll, qui est le tangage, le roulis et le lasso. C'est ça. Le lacet, le lacet. On dirait qu'il y en a toujours un qui... Au-delà de ça, l'avion, lui, se promène toujours dans les airs. Le système inertiel nous détermine la position de l'avion et le déplacement de l'avion dans ces trois composantes-là, ce qui fait que ça fait beaucoup de travail pour ceux qui vont faire la correction géométrique des images, qui vont utiliser ces données-là. Et vous allez voir tout à l'heure quelques petites anomalies qui restent. De faire affaire avec un fournisseur de données qui est très rigoureux, c'est très important. Ça demande énorme, c'est très exigeant en termes de calcul, c'est très exigeant pour avoir des images qui sont conséquentes, parce que quand on passe une ligne de vol, c'est un peu comme la photographie aérienne, il y a une fauchée de cette ligne de vol-là. Ensuite, la prochaine ligne de vol, bien, on peut s'entendre que sur les bords, on voit la forêt à 20 degrés ou 30 degrés, donc ça va être la même chose de l'autre côté. Et puis, si c'est mal fait la géométrie, bien, on va voir immédiatement, pas sur l'image, mais sur les données en représentation visuelle, quels vont être les problèmes. Un élément aussi qu'il faut retenir du signal LIDAR, c'est qu'on a ici une première impulsion LIDAR qui est envoyée. Ça, on le savait déjà, je vous en avais parlé. Mais quand le signal arrive plus bas, bien sûr, le faisceau s'est élargi. Et lorsqu'on a un signal LIDAR aéroporté, en bas, on a un signal d'environ de 20 à 30 cm, je dirais, de divergence de faisceau. Donc, ce n'est plus juste un point, mais c'est une espèce de rayon, un cône qui va sonder votre forêt. C'est pour ça qu'on a de l'information avec le premier retour. Dès que ça frappe le dessus de la canopée, on a un premier retour qui va revenir. Mais il reste encore des portions de signal qui rentrent dans la forêt et ensuite, il va y avoir d'autres retours et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a tant d'informations sur la structure, parce que le faisceau nous permet de voir qu'est-ce qui se passe dans le volume forestier qui est en jeu ici. Si on regarde un petit peu plus près, qu'est-ce qui se passe? On a le signal d'impulsion qui est envoyé, on le voit ici en termes du premier signal, et on voit toute la forme d'onde qui est reçue en fonction, voyez-vous ici, de la divergence du faisceau. Qu'est-ce qui se passe au niveau des volumes qui sont sondés? Et on voit ici qu'il y a un premier retour avec une première quantité de biomasse qui est perçue. Il reste encore du signal plus bas pour aller voir dans les autres places. Et généralement, tout ça se conclut avec un ou plusieurs points au sol, qui nous permettent de voir tout un continuum de sol. À cela, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on regarde les maximums d'amplitude et quand on parle d'un signal LIDAR multi-écho, c'est qu'on... D'ailleurs, vous savez qu'on peut demander au fournisseur d'avoir 6, 8, 15 signaux d'écho parce qu'en réalité, ce que l'on regarde, c'est qu'il fait juste mettre un maximum ici, de savoir où se retrouvent les maximums, et le fournisseur de service peut vous en donner le nombre que vous voulez. Or, dépasser 6, on se rend compte qu'on a peu d'informations supplémentaires. Et présentement, je fais une étude pour comparer justement l'analyse du sous-bois pour l'onde complète, le full waveform, comme on appelle ici, donc de regarder toute l'onde complète,
Parce qu'intuitivement, on se dit, ah, si on avait l'onde complète, on pourrait aller voir, sonder tout le sous-bois qu'il y a en forêt. Or, j'ai été vraiment surpris que 6 retours discrets nous rapprochent vraiment beaucoup de l'information qu'on a de pleine onde parce qu'il y a des problèmes d'occlusion importants et le problème d'occlusion apparaît autant sur l'onde de la pleine onde que pour les ondes discrètes. C'est un résultat qui m'a vraiment surpris parce qu'on s'attendait beaucoup de la pleine onde et je vous dirais que depuis que le lidar aéroporté est très actif, il y a beaucoup de gens qui regardent le full waveform pour aller chercher quelque chose de supplémentaire par rapport au retour discret. Et de façon surprenante, ça demande beaucoup, beaucoup de travail et pour très peu d'avantages marqués, finalement, jusqu'à ce jour. Peut-être qu'il y en a qui vont en trouver, mais je vous dirais que, un peu comme à l'époque en télédétection, on parlait de l'hyperspectral, comment ça allait changer le monde, qu'on allait voir des détails de signatures incroyables. Bien, les signatures sont tellement mélangées que jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas avéré à donner les résultats qu'on voulait. De la même façon, moi, je pense que le full waveform, ça va demander beaucoup de travail avant de trouver des créneaux qui sont particulièrement utiles. Donc, quand on a un signal lidar aéroporté, qu'est-ce que l'on voit? Bien, en premier lieu, on regarde le sol parce que le fournisseur va vous donner lui-même ou elle-même va classifier l'image. Une image lidar classifiée, ça veut dire que tous les points sol vont être identifiés et tous les points au-dessus du sol aussi vont l'être identifiés. De sorte que vous pourrez, et généralement le fournisseur de services procure un modèle numérique de terrain parce que ça fait partie de l'analyse. Et d'ailleurs, toutes les données du ministère des Ressources naturelles au Québec vont avoir le modèle numérique de terrain et d'autres produits associés à ça, en particulier le modèle de surface avec le Hillshade. Bien sûr, pour la plupart de ceux qui vont vouloir faire des modèles de volume, de biomasse ou quoi que ce soit, ça va être la vraie donnée en nuage de points qui va être intéressant avec le modèle numérique de terrain, le sol, parce que les deux vont pouvoir nous permettre de vraiment aller chercher l'information volumique. Donc, on se retrouve, bien sûr, le modèle de canopée, comment on le fait? D'abord, on a un modèle numérique de terrain qui est produit par le fournisseur de services. On a un modèle de surface. Donc, la différence entre les deux va nous procurer le modèle de canopée, donc le dessus de la canopée. Donc, tout ce qui va être à l'intérieur va être l'information volumique sur la structure, chose qui était très peu disponible à travers les autres types d'images de télédétection. Ce sont ces informations volumiques-là qui vont faire toute la différence pour savoir quelle sorte de canopée que l'on a. Est-ce que c'est très dense dans le haut, par exemple pour les feuillus, ou très diffus, très compact avec les conifères, mais finalement qu'on voit quand même pas mal le sol. Tous ces éléments de structure-là font qu'il y a beaucoup d'études d'identification des arbres individuels avec le type de texture qu'on va retrouver avec le lidar. Au-delà de ça, il y a déjà des études qui ont été faites pour déterminer les trouées. Et c'est très efficace le lidar pour déterminer les trouées, la quantité de trouées qu'il y a pour ensuite établir finalement un certain patron de propagation de lumière. Ici, je vous montre quelques pastilles. C'est l'étudiant Baptiste Faimbourg qui s'est amusé avec des données lidar qui ont été prises par le gouvernement du Québec. Je vais vous le remettre à nouveau. Et vous voyez ici, ce n'est pas le même site quand même. Avant une coupe forestière, après la coupe, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc vous voyez qu'on voit très bien la structure à partir des données lidar et ça lui a permis de justement faire un nouveau modèle d'indice de qualité de site. À cela, bien, voyez-vous, il y a aussi un autre qu'on voit ici, la donnée lidar, comment elle se représente. Si vous aviez des doutes, vous voyez la confirmation que la Terre est plate. Hein? Il n'y a pas de doute là-dessus maintenant. Le lidar l'a confirmé. Mais ça vous donne une idée ici comment c'est bâti. C'est que d'abord, l'eau absorbe, donc on ne voit pas les ondes d'eau. Ensuite, ici, il y a un choix de fait que tout ce qui est relief, tout ce qui est sol est mis en bleu. Et tout ce qui est graduellement vert, jaune et rouge se retrouve en hauteur par rapport au sol. Donc, si on continue, ici, vous voyez une ligne lidar et je vous parlais des anomalies
bien justement, j'ai trouvé que c'était une bonne image pour vous démontrer ça, parce qu'on voit la ligne ici, mais par rapport aux autres lignes qui sont à côté, il y a quand même des différentiels. Donc, probablement que le fournisseur de services, en travaillant les différentes lignes pour le LIDAR, a probablement une petite erreur ici qui s'est infiltrée pour la ligne centrale, qui est un petit peu plus haute que les lignes à gauche et à droite. Puis, ce qui fait qu'ici, on a une zone où la canopée est un petit peu plus élevée par rapport à tout ce qui l'entoure aux côtés. Donc, immédiatement, on voit que ça amène ce genre de difficulté-là qui, somme toute, bon, ça peut arriver et il faut être critique, mais somme toute, la donnée LIDAR est généralement très utile et avec beaucoup moins d'erreurs qu'on a pu trouver d'autres données de télédétection. Si on pense, par exemple, aux images satellitaires et toute la perturbation atmosphérique, c'est un gros souci de normaliser ces images-là. Tandis que le LIDAR, bien, on pourrait même passer l'avion durant la nuit et on aurait le même résultat. Et généralement, par contre, on fait attention quand il y a du vent, l'avion se promène trop, ou quand il y a beaucoup d'humidité, mais on peut penser qu'il va y avoir beaucoup de faux retours. Ici, quand on regarde la forêt, on se retrouve avec tous les points et on voit dans la ligne du haut qu'on voit très bien la ligne de sol et on voit très bien la ligne du haut de la canopée. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des échos uniques. Ces échos uniques-là, ça veut dire que quand il y a un faisceau qui passe, il y a eu seulement un écho qui a été reçu. Ça veut dire qu'il y a un objet assez gros qui n'a pas laissé passer le faisceau. Soit c'est le sol, ou soit que c'est un objet dans le haut de la canopée ou quelque chose qui ne fait pas passer le signal. Donc, ça, c'est un objet plus pur et dur, plus concret, plus gros. Par contre, généralement, qu'est-ce qu'on a? On a un premier écho avec d'autres échos intermédiaires et un dernier écho. Et les derniers échos, bien sûr, quand on a la donnée LIDAR, on est capable de déterminer sur chacun des faisceaux quels sont les premiers, intermédiaires et les derniers faisceaux, ce qui nous permet de faire la ligne de sol assez facilement et faire des analyses aussi spatiales. Donc, vous voyez ici le full waveform qui nous donne l'information beaucoup plus détaillée et pour lequel bien, on n'est pas toujours capable d'aller chercher plus d'informations que les approches discrètes. Je voulais faire une petite diapo ici méthodologique de dire, mais comment on passe de la donnée LIDAR à des cartes de volume, des cartes de biomasse ou des cartes de n'importe quoi. Mais c'est la méthode classique et ça, si vous avez un élément à apprendre pour l'usage du LIDAR, c'est bien cette diapo-là. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que, d'une part, vous avez des données d'inventaire. Vous avez donc des données placettes. On les voit ici en haut à gauche. Vous avez des données avec des équations allométriques, potentiellement, avec des mesures de terrain, etc., etc. Donc, dans les cercles rose, jaune, vert, vous avez de l'information où vous connaissez le volume, vous connaissez la biomasse, où vous connaissez la variable que vous voulez prédire. Donc, ça, c'est votre donnée de base qui va être utile avec le LIDAR. Ensuite, le deuxième niveau, juste plus bas, ça, c'est la donnée LIDAR. Donc, on extrait tous les points LIDAR exactement où la placette se retrouve. Et ça, c'est important. Donc, dans les publications sur le LIDAR, il y a quand même passablement de publications qui font l'effet de dire si vous vous trompez de la moitié de la dimension de la placette ou du quart, etc., jusqu'à quel point vos données vont être erronées. Graduellement, ça devient de moins en moins des questions de l'heure parce que les données LIDAR sont de mieux en mieux géoréférencées et les données placettes aussi sont de mieux en mieux référencées. Des fois aussi, on cherche des anomalies ou des endroits qu'on fait matcher entre les deux pour être certain que la donnée placette correspond au nuage de points LIDAR. Mais une fois qu'on a ça, là maintenant, tout à coup, on se retrouve avec une manne d'informations, c'est-à-dire que non seulement on a le nuage de points, mais on peut traduire ce nuage de points-là en ce qu'on appelle en métriques. Les métriques, c'est des variables qui vont dire, par exemple, c'est quoi la hauteur? Ou c'est quoi la hauteur du 95% du nombre de points? C'est quoi aussi la variabilité de ces hauteurs-là, par exemple, par rapport à la hauteur de canopée? Ou jusqu'à quel point le volume est investi de points. Et il y a toutes sortes de métriques que vous pouvez... C'est la limite de l'imagination. Qu'est-ce que vous pouvez trouver comme métrique? Et lorsqu'on va s'en parler avec les étudiants, j'ai étudié ça justement, de savoir, mais
les Norvégiens, par exemple, vous connaissez les belles forêts de la Norvège, hein? 3 espèces, tout bien cordé, ça a déjà été coupé 4-5 fois. Puis, en réalité, c'est des milieux tellement faciles par rapport au lidar. C'est toujours les premiers à publier sur toutes les méthodes. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bien, on va mettre une centaine de métriques dans le collimateur statistique, puis on va faire le lien entre le volume ou peu importe la variable, on va dire le volume parce que c'est souvent une variable qui est utilisée. On va regarder quelle métrique ressort, et puis voilà notre équation, ça fonctionne. On a essayé ça en forêt canadienne, et puis ça ne fonctionnait pas aussi bien que pour les Scandinaves. Puis ce qui s'est passé, c'est que nous, ce qu'on a proposé, c'est de diviser les métriques en catégories. De sorte qu'il y a les métriques, par exemple, associées au-dessus de la canopée, des métriques associées à la variance de cette canopée-là, des métriques associées au volume en général. Comment se distribue le volume? Les trouées comme les points denses. Est-ce que c'est assez aléatoire ou c'est très compact? Donc, il y a toutes sortes de métriques associées à ça. Et ensuite, des métriques du modèle numérique de terrain. Fait que ça vous donne ces 4 catégories qu'on a utilisées. Ça, c'est l'article. Ceux qui ont lu l'article comme il faut devraient reconnaître ça. Et ça s'est avéré que nous, on passait de résultats d'à peu près 82 84 à 92 de R carré. Donc, on augmentait simplement en prenant des catégories de statistiques ou de métriques, puis en étant ciblé pour regarder ces catégories-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a fait le lien entre les placettes et les données métriques du lidar, là, tout à coup, on a un modèle. Ce modèle prédictif-là, on peut l'appliquer maintenant sur tout le reste des données lidar. Bien sûr, il faut que les placettes soient représentatives de l'ensemble des conditions qu'on va retrouver. Mais c'est fort intéressant qu'une fois qu'on a fait ce modèle prédictif-là, on peut appliquer, et c'est ce modèle-là qui a été très utilisé et dont on a des erreurs souvent de l'ordre d'environ 5 %. Et même qu'on a poussé ça un petit peu plus loin, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on a des données lidar pour un petit ensemble de données, on va dire 500 km², mais on ne l'a pas pour le reste que du 2000 ou 3000 km² qu'on veut cartographier. Nous, on a fait l'hypothèse de dire, oui, on va faire l'exercice ici, on va le faire pour le 500 km², mais là, maintenant, on va échantillonner sur toute notre structure forestière dans ce 500 km² pour l'appliquer maintenant sur les images satellitaires. Or, on a augmenté de façon considérable le résultat et on va produire des cartes de l'île de Terre-Neuve sur ce principe-là. C'est donc très intéressant de dire, si on n'a pas l'argent, comme au Québec, de se payer le lidar mur à mur, comme ils disent, bien, si on l'a sur un certain endroit et que c'est représentatif d'une structure, on peut améliorer nos cartes des endroits où il n'y a pas de lidar. Ça, c'est une étude qui, disons, nous a donné beaucoup de problèmes parce qu'au début, ça ne fonctionnait pas du tout parce qu'il n'y avait pas de la qualité des données. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, puis c'est des petits trucs que je vous donne mes conclusions comme ça, parce qu'on avait un transect à travers toute Terre-Neuve, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de superposition entre les lignes de vol. Et c'est surprenant que vous ayez de la donnée lidar qui regarde d'un angle et qui ensuite regarde d'un autre angle. Ça vous donne beaucoup plus d'informations que si c'est juste un avion qui se promène et qui fait un survol dans une ligne. Or, cet aspect-là s'est avéré majeur. La qualité des données satellitaires aussi et la qualité des données placettes. 3 composantes extrêmement sensibles pour avoir des résultats, des bons résultats avec le lidar. Ça nous a donné une leçon parce que, en fait, il y avait une étudiante de maîtrise qui avait fait le premier jet. Ça n'avait vraiment pas fonctionné. On aurait fait là un autre jet avec d'autres données et là, tout à coup, ça fonctionnait vraiment à l'extrême. C'est pour vous dire que la qualité des données, la correspondance placette et données lidar, elle est absolument très importante. Donc, on a fait un petit point d'arrêt ici, un peu technique, un peu métaux, mais je pense que c'est important parce que c'est comme ça que se font tous les modèles à l'aide du lidar. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser d'autres données aussi, et même que c'est encouragé. Et c'est une des forces du lidar de dire que c'est peut-être une des composantes très intéressantes, mais il y en a peut-être d'autres données d'imagerie à très haute résolution spatiale, peut-être même la photographie aérienne, qui peuvent contribuer au-delà de ce que le lidar peut faire. Donc, oui, le lidar aéroporté, le lidar terrestre, il y a le premier, il y a les autres tours avec ça, mais le lidar terrestre aussi, c'est une autre bébête, parce que c'est intéressant de voir que les prix diminuent énormément
pour des lidars qui, eux, n'ont qu'un seul retour et pas plusieurs. Mais on a des centaines de millions de points. Donc, on se rattrape sur le nombre plutôt que de faire comme le lidar aéroporté. Or, ici, on fait une démonstration d'un lidar qui a multiples retours, mais généralement sont plus pesants et beaucoup plus difficiles à traiter. Le lidar terrestre, maintenant, c'est comme une petite boîte à lunch. Là, je vous montre des exemples ici qui datent de peut-être 4-5 ans. Et maintenant, on est rendu avec des petits lidars qu'on pourrait mettre sur la table ici, qui sont à peu près là, 20 cm de haut et qui peuvent scanner toute la pièce en quelques secondes. Ça se miniaturise à une telle façon qu'on peut estimer qu'il va y avoir des lidars terrestres et mobiles disponibles dans les prochains 2-3 ans qui vont révolutionner, à mon avis, beaucoup d'applications. Par contre, il y a beaucoup de limites. Dans le cas d'un lidar sur trépied comme ça, il faut mettre des cibles pour faire la géoréférence entre les différents scans. Comme ça, mais les nuages de points vont être correspondants. On va pouvoir les amener ensemble et faire un inventaire qui se fait. Dans un cas comme ça, on vous montre 4 scans pour un peuplement qui, normalement, devrait être assez ouvert. Dans des cas, à Terre-Neuve, par exemple, on a essayé à 5 scans et il a fallu se rendre à l'évidence qu'il fallait aller jusqu'à 9 scans parce qu'il fallait même faire des scans dans des zones intermédiaires parce qu'il y a tellement d'occlusions dues aux épinettes, aux sapins, qu'il fallait aller placer l'appareil dans des endroits pour assurer qu'on ne soit pas aveugle dans certaines portions de la placette. Ici, ça vous donne une idée des types de nuages de points que l'on retrouve avec les lidars terrestres. Vous voyez, à chaque rond blanc, c'est des zones très, très, très denses parce que c'est là qu'est situé le lidar. Dans ce cas-ci, on est à 6 ou 7 scans. Je ne suis pas trop sûr. Oui, 7 scans. Et puis, vous voyez qu'il y a donc une densité de points très grande près de l'appareil et graduellement, on perd le nombre de points, soit par occlusion ou simplement par la divergence du faisceau. Graduellement, on fait beaucoup le lien entre le lidar terrestre, où on voit beaucoup de détails, avec le lidar aéroporté. Dans ce cas-ci, vous voyez que le lidar aéroporté, c'est des points rouges, et le lidar terrestre, qui ont été diminués à 1/10 de la quantité réelle, ici, c'est les points bleus. Donc, vous pouvez imaginer que la vraie base de données, c'est 10 fois plus grande pour les points bleus. Mais ce qui est très fort intéressant, c'est qu'on ne voit pas la même chose. Du lidar terrestre, on voit du bas vers le haut, et du lidar aéroporté du haut vers le bas. Ce qui fait qu'on est aveugle vers le sous-bois, vers les troncs pour le lidar aéroporté, mais on est aveugle vers le haut de la canopée pour le lidar terrestre. Ça vous donne ici un exemple de nuage de points. C'est aussi un nuage de points qui est diminué à 1/10 de du vrai nombre de pixels, ou de vrai nombre de points. Parce que si on avait la représentation complète du nuage de points, ce serait tellement énorme que ça n'a pas tendance à bouger très rapidement. Mais l'œil voit beaucoup de détails. Malheureusement, les algorithmes sont beaucoup plus imbéciles que les humains, jusqu'à maintenant. Et ça dépend des algorithmes, mais en fait, ça doit dépendre des humains aussi. Mais c'est juste pour vous dire que quand même, ça nous a l'air facile de déterminer où est l'arbre, où sont les branches, etc. Mais pour un algorithme, ce n'est pas évident. Et parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont associées à ça. Donc, pour le lidar en milieu forestier, vous voyez que c'est non destructif. Ça permet de faire des modèles numériques de très haute précision, soit pour le terrain, la canopée. Ça permet, contrairement à la photogrammétrie, de voir la structure à l'intérieur, et c'est définitivement sa force. Et ça nous permet d'avoir des modèles qui sont définitivement de beaucoup améliorés. Il y a eu beaucoup d'études avec des hélicoptères dans le passé en Scandinavie, mais graduellement, c'est les avions qui prennent le dessus pour pouvoir faire des grandes étendues spatiales pour pouvoir cartographier la forêt. Donc, il y a de plus en plus de jeux de données LIDAR et bien sûr, au Québec, on est choyé. Je crois que ça va faire une très grande différence. On va avoir tout le Québec méridional sous le 52e parallèle de disponible avec le LIDAR. Ça veut dire que non seulement la forêt va pouvoir utiliser cette information-là, mais toutes les villes, tout ce qui est des questions de transport, tout ce qui est question d'identification d'occupation du territoire, je pense que sans y paraître, c'est un changement radical de notre capacité de cartographier nos environnements de toutes sortes.
Ça, c'est intéressant parce que pour vous donner un contexte canadien, la province qui a fait ce premier tournant-là, c'est l'Alberta, bien sûr pour des raisons monétaires, parce que c'est des raisons d'aspect de pétrole. Quand même, ça fait une bonne dizaine d'années, ils ont survolé à 1 point par mètre carré et pour aller chercher justement l'information spatiale pour savoir où sonder pour du pétrole. La deuxième province, c'est le Nouveau-Brunswick. Eux aussi, ils ont fait le choix du lidar mur à mur aéroporté. Et présentement, ils ont déjà, je pense, couvert tout le Nouveau-Brunswick. Ou s'ils ne l'ont pas couvert, c'est l'été prochain qui vont terminer. Et eux, ils ont donné à leur fournisseur de données lidar le contrat de donner les cartes de volume. Pour vous donner une idée, parce que le gouvernement n'était pas très sûr de prendre le blâme des modèles, etc. Donc, ils l'ont donné à une entreprise privée pour dire, bon, mais si ce n'est pas correct, au moins eux, ça va être eux qui vont avoir le blâme. Au Québec, le choix a été fait donc de couvrir tout le Québec méridional. Il va y avoir des produits comme le modèle numérique de terrain, le Hillshade et puis le modèle de hauteur. Pour les modèles de volume, je ne suis pas sûr qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là parce qu'au début, c'était dans les plans de justement l'offrir en termes de produits disponibles, mais je pense que c'est un produit sensible, vous pouvez imaginer, parce que les opérateurs veulent se fier à cette carte-là pour aller dans des endroits spécifiques. Et il va y avoir des volumes qui vont être calculés. Je ne sais pas si ça va être donné en entreprise privée ou pas. Les prix se démocratisent, bien sûr, et le Québec, en ayant pris ce choix-là, c'est non seulement démocratique, mais c'est presque disponible pour la plupart des universités. Et si on veut faire des produits, je pense qu'une très grande ouverture, ça va amener une très grande vitalité dans le milieu de la cartographie parce qu'on a maintenant des produits qui peuvent nous permettre d'améliorer ce que l'on avait. Au-delà de ça, il y a des très belles perspectives et une des perspectives que je voudrais souligner, bien sûr, je l'ai déjà faite, c'est le lien entre le terrestre et l'aérien parce qu'on peut voir des détails que l'on va ramener ensuite sur tout un grand territoire. Mais il y a aussi toute l'historique des photos. Donc, il y a des méthodes qui nous permettent de regarder, là, avec la stéréophotogrammétrie, toute la structure de la forêt, c'est normalement le modèle numérique de canopée, mais avec le lidar, ça nous donne une donnée de référence avec le sol, avec la dernière valeur, de sorte qu'on peut regarder la croissance. J'ai donc un projet, justement, avec Osvaldo, sur le suivi avant 7 mètres, avant que le canopée atteigne 7 mètres, de voir, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la structure forestière, quels sont les indicateurs spatiaux qui nous permettent de savoir comment ça régénère et quelle structure forestière qui en découle. Et bien sûr, qu'est-ce que l'on voit aussi, la technologie évolue rapidement. On voit des lidars multispectraux d'une compagnie canadienne qui s'appelle Optech, qui a fait un lidar à 3 longueurs d'onde, le vert, le rouge et l'infrarouge proche. Et donc, ils ont décidé, eux, qu'il y en a un qui regarde en avant, le lidar, il y en a un autre qui regarde au nadir et l'autre qui regarde par en arrière. Donc, on a la même zone survolée avec 3 couleurs de lidar. Donc, on peut faire du différentiel multispectral avec le faisceau lidar. Donc, ça, c'est la nouvelle tendance. D'autres tendances, c'est qu'ils se sont rendus compte, par exemple, pour séparer le bois et le feuillage, que des lidars terrestres à 2 longueurs d'onde étaient très intéressants. Mais graduellement, l'algorithmie les aura dépassés. Moi, je prédis que les algorithmes qui vont pouvoir détecter feuilles versus bois en termes de leur géométrie vont dépasser ces lidars-là rapidement. Ça, c'est une tendance qu'on a ces temps-ci dans le réseau de ceux qui ont des lidars terrestres au niveau international. C'est une espèce de course auquel on s'entreprend et graduellement, on voit que le spectral perd au niveau de l'algorithme spatial, ce qui est fort intéressant. Vous voyez des petits combats de coqs comme ça entre chercheurs, mais c'est quand même intéressant. Je voulais vous parler des contraintes, parce que si on comprend la donnée lidar, on va comprendre ses limites en termes des contraintes. La divergence du faisceau, j'en ai parlé, mais l'occlusion, c'est l'ennemi numéro 1 du lidar. Ensuite, si on a des lidars de différentes sources, on peut avoir du suréchantillonnage, donc des ondes qui sont très peu sondées et d'autres qui sont très sondées, ce qui va amener de la densité variable dans le nuage de points. Or, si on fait une analyse qui est conséquente partout, la même chose, on peut se retrouver avec des erreurs associées à ça. Il y a encore des effets atmosphériques qui peuvent exister. On pense au vent, par exemple. Si on scanne en forêt avec beaucoup de vent, il y a une branche, au lieu d'être un tube ou un cylindre, ça va devenir tout flou parce que ça va brasser trop. Je vous ai déjà expliqué. Voyez-vous, c'est des effets ici. Si vous regardez l'image en B,
vous voyez que dès qu'il y a un tronc, tout ce qui est derrière le tronc n'est pas vu. Or, ces temps-ci, je fais une analyse justement pour déterminer toute la distribution 3D du feuillage et du bois. Et je me suis rendu compte qu'à Terre-Neuve, dans les peuplements d'épinettes, non, c'est dans les sapinières, dans ce cas-ci, il y a tellement de sapins distribués un peu partout que l'occlusion est majeure au point de ne pas me permettre de voir beaucoup de peuplements, surtout en haut, dans le haut de la canopée. Donc, l'effet d'occlusion est vraiment majeur et ça nous amène à des nouvelles méthodes d'analyse spatiale en crigeage, justement pour combler ça. Donc, vous voyez ici un effet d'un arbre qui n'a pas de... on voit l'occlusion derrière et vous voyez un scan aussi où graduellement les arbres vers la droite sont de moins en moins visibles. Et ici, on sonde de façon différente. Donc, les contraintes sont très présentes. Il y a du bruit, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de données. Les données LIDAR, c'est très volumineux. Et on parlait du coût, mais le coût, c'est généralement moins, puisqu'au Québec, on va l'avoir, mais il faut avoir des gros disques et des bonnes capacités mémoire. Donc, les attributs qu'on va regarder, c'est la position d'un arbre, son DHP, son défilement, la hauteur, même la forme. Et je vous dirais que dans les dernières études qu'on fait, non seulement on prend le nuage de points, on fait des alpha shapes, on détermine la dimension des couronnes, on regarde les volumes et on regarde exactement la distribution du matériel en 3D. Ce qui est fort intéressant pour des études de lumière, chose qu'on a faite avec Robert Schneider, entre autres, pour établir les peuplements mixtes, les peuplements mono-espèces, de savoir c'est quoi les différences de comportement à travers ça. Il y a aussi une étude chouchou que je mène, c'est de dire qu'on divise tout l'espace en voxels, on regarde la quantité de rayons qui rentrent dans le voxel et selon le nombre de retours, ça nous détermine la quantité de matériel. Or, on en est rendu à déterminer exactement la biomasse et le nombre de matériel dans les boîtes. Fait que ça nous a pris, je vous dirais, 5-6 ans à développer toute la mathématique associée à ça. Et c'est un mathématicien français qui travaille avec nous, François je ne parle pas très bon les noms de famille. François Pimon, voilà, qui a développé et qui a publié sur ce sujet-là. C'est vraiment quelque chose à lire, c'est merveilleux, mais on n'y comprend rien. Par contre, quand on a mis les équations mathématiques dans notre système et ça nous donne d'excellents résultats. Donc, on a ça. Voyez-vous la compétition. Et je voulais terminer sur les aspects de modélisation, sur le fait qu'avec les données LIDAR terrestres, on est capable de reprendre l'architecture des arbres, on se fait des catalogues d'arbres et on rebâtit des peuplements. De sorte que, quand on se retrouve ici avec des images terrestres et des images aéroportées, on prend des variables de dimension des couronnes, le nombre de couronnes, on rebâtit des placettes virtuelles et on se retrouve très près des vraies placettes virtuelles, mais avec un plus grand nombre de variables qu'on peut mesurer. Fait que vous pouvez imaginer la quantité de bois, la quantité de feuillage, les trouées, etc., etc. On se retrouve avec beaucoup de capacités mesurées structurellement. Je termine sur 2 éléments d'intérêt pour vous, je crois. C'est le capteur portable. Donc, ça donne quoi en forêt? Ça vous donne une idée ici. Vous voyez ici le parcours que l'opérateur a fait et le nuage de points qui a généré ce signal-là. Donc, il s'est promené simplement avec un bâton en forêt pour prendre les données de lidar terrestre. Donc, on se retrouve ici avec une image de lidar terrestre associée à ce lidar portatif. Et on a comparé le lidar terrestre du même endroit avec le lidar portatif. Vous voyez ici immédiatement, le MLS, c'est le mobile, et le TLS, c'est le terrestre. Vous voyez immédiatement qu'avec le lidar terrestre, on voit plus de détails, mais avec le mobile, on voit quand même bien la base, mais on ne voit pas beaucoup les hauteurs. Pourquoi? Parce que si on regarde ça de près, vous regardez ici, il y a 70 millions de points avec le lidar terrestre et il y en a 2,5 millions avec le lidar mobile. Donc, immédiatement sur le nombre, mais il y a aussi des faisceaux qui sont plus larges et l'impression, quand on regarde le nuage de points, c'est plus grossier. Donc, vous voyez qu'il y a des unités mobiles qui vont s'en venir, mais sont encore un petit peu plus grossières que le terrestre. On regarde le DHP et le défilement des tiges. Et ensuite, on va se poser des questions, mais qu'est-ce qu'on peut voir avec un drone maintenant? Si on met un lidar sur un drone, et on a essayé ça aussi. On s'est posé des questions et présentement, on a des bonnes réponses à ce sujet-là. Donc, on se retrouve ici avec une
un peuplement de feuillus au nord de Nouveau-Brunswick. Donc, avec ULS, c'est avec drone. Avec feuilles, donc en rouge, vous voyez que le signal est beaucoup bloqué par le haut. Sans feuilles, vous voyez qu'on voit beaucoup les structures et les conifères tout à coup en bas. Et ensuite, avec le lidar terrestre à droite en gris, on voit encore là beaucoup plus de détails que celui avec le drone. Et si on prend ici un peuplement de conifères c'est à Petawawa, en haut, et c'est ça, et puis ensuite, en fait, c'est deux peuplements de conifères, mais on voit aussi avec l'ALS comment on a l'information, avec le drone, comment est-ce qu'on a plus d'informations, et avec le lidar terrestre, bien voilà, ça augmente encore plus. Donc, on voit qu'il y a une capacité ici avec les drones d'aller encore plus loin, et surtout quand on a besoin d'informations sur une zone prédéterminée. Et enfin, on termine ici avec différents compléments où on voit en rouge l'information avec, attendez, drone, oui, c'est ça, drone à gauche, mais ensuite dans le milieu puis à droite, les points rouges, ce sont avec le lidar aéroporté. Si on prend celui du milieu à droite, en vert, c'est avec le drone, et ensuite en gris, c'est avec le lidar terrestre. Donc, on voit que c'est sans commune mesure la quantité d'informations qui est différente, mais ça vous informe comme de quoi, avec le lidar aéroporté, on a vraiment surtout l'information du haut de la canopée et beaucoup moins en bas. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais présenter. J'espère que ça vous donne un sens critique du lidar, mais aussi pratique de savoir comment on peut l'utiliser, jusqu'où on peut aller. Merci beaucoup. Merci. 5-7 minutes, période des questions. On va privilégier les gens qui sont à distance, donc qui ont fait de la communication. Est-ce qu'il y a des questions? Présentez-vous si vous voulez poser une question. Ah oui, il y avait... On a une question écrite. J'ai enlevé la sourdine de Valérie qui est au MFFP qui m'avait écrit un commentaire là, dans le chat. Alors Valérie, si tu avais envie là, de le dire toi-même ou que je fasse la lecture, je me lance. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, on t'entend. Oui. Ben c'est ça, je veux juste souligner qu'on va avoir sous peu sur le site internet IGO la totalité des fichiers lidar de la Abitibi-Témiscamingue en produits dérivés. J'ai envoyé une petite image là, que j'ai réussi à envoyer dans le chat. Puis j'ai envoyé le lien aussi dans le chat. Puis moi, ça me dit que c'est encore plus facile l'interprétation de la hauteur. On voit la hauteur à grandeur de la région avec la légende. J'ai l'impression que les forestiers vont avoir beaucoup à justifier prochainement. Il y a beaucoup de possibilités. Puis c'est ça, on peut télécharger ces produits dérivés-là. C'est grand public. Fait que je voulais en faire l'annonce, mais en même temps, ça me tire dans le pied. Il va falloir que nous aussi, on y soit préparés. Il va sûrement avoir des questions, mais je pense que la connaissance de la forêt là, va être grandement améliorée. Je fais face actuellement à un gros défi. On me demande de calculer des volumes puis d'interpréter les volumes. Sauf que LIDAR, il dit très bien la hauteur, qui donne une idée de la productivité des sites, puis de l'état de l'âge de la forêt. Mais quand on arrive pour les volumes, les proportions d'essence, ça me prend une interprétation photographique des essences. Puis ça me prend, comme on disait, les inventaires aussi. Fait que ça, c'est notre gros défi actuellement. Là, à Québec, ils sont en train de regarder ça. Là. Tout à fait. Bien, on l'a vu dans mon petit briefing méthodologique. Effectivement, le calcul du volume n'est pas évident. On le sépare par strates. On calcule les relations parce que les relations vont être fort différentes d'un type de structure à un autre type de structure. Or, on peut déterminer l'exactitude peut-être en généralisant, en ayant un certain niveau d'équation, peut-être pour les conifères versus les feuillus, mais on saura que ce n'est pas optimal. On pourra aller plus finement avec des espèces individuelles, comme le suggère Valérie. Et ça, c'est quand même un bon défi encore maintenant. Puis nous, ce qui est quand même bien, on est chanceux, je pense, parce qu'on n'a pas, c'est pas tout le même cas dans la région. Nos photographies décennales sont passées dans les mêmes années que le LIDAR. Puis c'est 2016, 17, 18. Puis la photo-interprétation de la nouvelle cartographie va débuter dans les prochaines années. Fait que je pense que dans quelques années, on va avoir du très bon matériel. Et ce que Valérie n'a pas mentionné, c'est que
pour l'interprétation, pour les cartes forestières du MFFP, ils ont pris un tournant des forelles. Les forelles, c'est une division en raster, donc en matriciel de l'espace. Au lieu d'avoir des polygones, maintenant, tout l'espace va être quadrillé 20 mètres par 20 mètres. Or, vous pouvez imaginer que c'est complètement compatible avec l'usage du LIDAR et d'autres informations. Et ce qui va se passer, c'est que si pour différents besoins, on veut créer des polygones, bien, des forelles, on pourra amener une certaine modélisation, créer des polygones, mais s'il y a une autre application, mais on pourra soi-même appliquer cette information-là. Je pense que c'est un tournant très sage, assez osé quand même, mais je pense que ce qui fait prendre, je pense, l'avance du MFFP par rapport à beaucoup de programmes d'inventaire internationaux. D'autres questions à distance? Sinon, on va commencer ici dans la salle. Ouais. I have a simple question. Push the button. I have a simple question because I don't understand the French, but I can guess what they're talking about your PowerPoint. So I see the radar is very strong, very powerful. So I want to know the spatial resolution of the radar. Ah. And another question is, can we use the signal from the radar to estimate the biomass, how much of the biomass can we use it to estimate? OK. Thank you. OK. Fait que je vais répondre en français puis en anglais. I'll answer in French and in English. Donc, pour la résolution spatiale, on me demande quelle est la résolution spatiale disponible. En fait, ça va dépendre de la hauteur de l'avion. Donc, pour des données aéroportées, l'avion qui, normalement, on se donne on regarde au niveau du mètre, le nombre de points par mètre, parce qu'on veut rendre raster de l'information 1 mètre par 1 mètre. Le modèle numérique de terrain est produit à 1 mètre de résolution. Et puis, généralement, notre échelle la plus fine, c'est 1 mètre. So, for airborne LiDAR, it will depend on airborne altitude. But generally, what we aim is to have a certain number of beam per meter square. And generally, the Quebec government has made the decision to take 4 points per meter square, which actually allows rasterizing the information per 1 meter square unit. This is what is typically aimed. We could go finer and coarser, but it appears to be a good compromise. Fait que ça, c'est for the terrestrial LiDAR, it's infinite. You can be at the millimeter if you want, because there is 100 millions of points. Pour le LiDAR terrestre, la résolution spatiale, elle est presque infinie. En fait, vous avez une résolution presque du millimètre, tellement il y a des points qui sont lancés. As for the biomass, what happened is now that you have the information, a point cloud like that, you can make all sorts of link between metrics and the biomass. So you can have a much precise, much more exact estimation of the biomass than you would have from satellite images. Donc, pour l'estimé de biomasse, on suit la méthode que je vous ai mentionnée avec Placette et on peut avoir des estimés là, de assez fine résolution. Généralement, ce qui est recherché, c'est de l'ordre de 5 à 10 % d'erreur au maximum. D'autres questions? Oui. Voici, Raymond. Python. Vous disiez tout à l'heure qu'on peut avoir des informations sur le volume, je voudrais savoir si on peut aussi avoir des informations sur l'espèce. Identification d'espèces. Tout à fait. Donc, pour l'identification d'espèces, en fait, c'est un des talons d'Achille actuels de la télédétection. De façon automatique, on n'est pas encore très bon. Donc, présentement, dans un projet AWARE, un projet national, on a plusieurs personnes qui regardent justement les patrons de texture associés au volume du nuage de points pour l'associer à l'essence. Par contre, on peut imaginer que différents appareils, différents survols vont arriver avec différentes configurations. On peut les regarder en angle, etc. Donc, qu'est-ce que l'on voit? La tendance actuelle, c'est l'apprentissage profond.
graduellement, on met plusieurs types d'informations ensemble pour essayer de retrouver le type d'essence. D'ailleurs, Mathieu Varin ne travaillerait pas là-dessus dernièrement. Oui, l'hyperspectral. Fait que voyez-vous, mettre ensemble la donnée hyperspectrale, multispectrale, LIDAR. Graduellement, je pense qu'on se donne le maximum de chances pour retrouver les espèces individuelles et les cartographier en plus du volume, etc. Fait que ça, c'est un sujet actuel de recherche qui n'est pas encore résolu et pas encore opérationnel. D'autres questions? Si je peux juste ajouter, c'est Mathieu au CERFO. Au CERFO, on travaille sur l'identification d'essence depuis plusieurs années. Oui, avec des images hyperspectrales, mais aussi multispectrales satellitaires surtout. Et effectivement, on utilise différentes méthodes, dont l'apprentissage automatique. Puis, ça fonctionne bien pour certains contextes où il y a une diversité d'espèces forestières feuillues ou résineuses. Donc, on travaille là-dessus. Merci. Une question, lui? Au niveau des plans d'eau, est-ce que la réponse est la même, peu importe la profondeur? Donc, est-ce qu'il serait possible, par exemple, de discriminer des plans d'eau peu profonds versus plus profonds, ou c'est vraiment la même signature? Oui, ben, je n'ai pas parlé du lidar bathymétrique parce qu'effectivement, le signal dans l'infrarouge est absorbé par l'eau. Donc, ce n'est pas une capacité avec les lidars qui sont survolés par le MFFP pour aller justement vérifier les plans d'eau. Par contre, c'est plutôt le dada du lidar bathymétrique qui, lui, est dans le vert parce que le vert est moins affecté, puis nous permet d'aller regarder justement toute la bathymétrie des cours d'eau. C'est comme, dirait le capitaine Bonhomme, une autre histoire à raconter. D'autres questions? Oui, c'est ça. Ceux qui ont ri ici, on les mange. Merci pour vos questions. Et merci encore, Richard. Et je vous invite à ceux qui sont intéressés à poursuivre la discussion, de parler plus en détail des recherches actuelles du groupe de Charfourny, mais aussi qui se font ici à l'UQAT en détection. On va avoir une discussion à 14h au local D408, donc presque 2 étages exactement au-dessus de nous. Et il va aussi avoir un lien. Il y a aussi un lien à distance que Sophie a envoyé avec le même courriel que vous avez eu le lien pour cette présentation. Bon, merci beaucoup, Richard. Merci à vous. Mais on est où rendu avec